durant mon expérience, j'ai plutôt remonté la chaîne. C'est-à-dire, je suis passée des rayons ultra frais jusqu'à une direction régionale de supply chain dans un groupe chimique, en passant par la filière textile d'un grand groupe de luxe français. J'ai débuté en tant que commerciale et j'ai rencontré la supply chain un peu par hasard dans le cadre de la création du service client chez Danone France et de la création à cette occasion également de la supply chain de Danone. Donc en suivant, en fait, j'ai une expérience de création, beaucoup de services. J'ai créé 2 services clients à la fois, en participant chez Danone France et également, des transformations en termes de projets, en management des projets industriels et des projets également logistiques. Et puis, plus récemment, des transformations de supply chain de sites dans des contextes de chamboulement, à la fois, chamboulement organisationnel pour des transformations d'un site très local vers des sites plutôt internationaux et également de chamboulements managériaux. Récemment, donc, j'ai pris une position de responsabilité de supply chain régionale au sein du groupe Elkem, où là, on a un challenge, et une transformation, à amener que l'on a, initiée, un peu avant l'été dernier et pour ça, nous avons décidé et nous avons fait appel aux compétences d'Optime pour venir nous accompagner dans cette transformation. Rapidement, je voulais vous présenter quand même le groupe Elkem. C'est un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions en matériaux avancés de silicium. On est donc aujourd'hui dans la branche silicone. Il y a 3 divisions. La branche silicone à laquelle j'appartiens, des produits de silicium et des solutions carbone. Le chiffre d'affaires est conséquent puisqu'il y a plus de 3 milliards d'euros en 2021 au niveau mondial, aux alentours de 7 000 employés et une particularité, c'est qu'il y a plus de 500 scientifiques en recherche et innovation. On est très axé sur le développement et l'innovation. La branche silicone particulièrement est la branche principale du groupe Elkem, même si on est en intégration. On a 4 500 salariés aujourd'hui et on est un fabricant mondial de silicone, donc totalement intégré puisque nous allons de la matière première jusqu'au produit fini, avec 13 sites de fabrication et donc 13 centres de recherche et d'innovation à travers le monde. C'est ce qu'on peut voir dans la carte. On est implanté à la fois très fortement en Europe, puisqu'Elkem est un groupe norvégien, et également en Asie et dans les Amériques, avec des clients principalement B2B dans le monde entier. Très rapidement, le principe de transformation, ce que je vous disais, c'est qu'on est une entreprise intégrée, c'est-à-dire que nous allons de l'extraction du quartz jusqu'à sa transformation. Donc là, vous avez un peu les différentes étapes de fabrication du silicone. Donc toute cette chaîne-là fait partie du groupe Elkem dans ses différentes composantes. Et Elkem Silicone a en charge de transformer cette poudre de silicium en silicone pour, comme vous pouvez le voir, différentes applications très variées, qui peuvent être de la construction au médical, en passant par l'induction de papier pour les produits culinaires ou pour les étiquettes, et j'en oublie très certainement. Et puis dans l'automobile également, parce que ça a beaucoup de propriétés, à la fois qui peuvent paraître contradictoires, mais beaucoup d'applications aujourd'hui dans le silicone. Mon organisation aujourd'hui, elle est aujourd'hui au mois de janvier. Elle a beaucoup évolué ces derniers mois, et même cette dernière année. On a la chance aujourd'hui d'être organisé avec un pôle robuste, qu'on est en train de reconstruire sur la partie demain des supply planning, cœur de la supply chain pour tout le process SOIP. Et en parallèle de ça, on a aujourd'hui des rôles de key user, de douane, puisque aujourd'hui l'Europe exporte dans le monde entier et importe également une partie de trading et du coup de produits que l'on importe en France pour les distribuer en Europe, et quelqu'un qui va s'occuper de la logistique et du transport au niveau européen.
En fonctionnel, comme vous pouvez le voir, je chapeaute 6 sites de production européens, principalement entre France, Allemagne, Italie et Espagne. Donc, dans le projet qui nous amène aujourd'hui, d'une part, j'ai pris mon poste au mois de septembre, mais le constat lors de ma prise de poste et quand on a lancé la démarche, c'est qu'on est aujourd'hui dans une organisation matricielle qui est assez récente dans le groupe Elkem et qui est donc en devenir. Donc, on a une transformation également au niveau du groupe, pas forcément qu'au niveau de la supply chain, mais également dans son écosystème au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un élément important. Également, des relationnels très dégradés entre les équipes supply chain IMIA, les usines, le business, beaucoup d'incompréhension et du coup une cristallisation autour de la supply chain avec des niveaux de mécontentement assez forts et des niveaux de tension qui commençaient à devenir interpersonnels, ce qui a engendré en fait un épuisement des équipes, beaucoup de perte de sens, donc un grand chamboulement et du coup une équipe en recherche de reconstruction, d'approche à nouveau, de retrouver du sens et puis du plaisir au travail et du plaisir à se retrouver, ce qui est un élément majeur pour l'entreprise et pour l'individu. Également un élément contextuel autour de nous. On a vécu cette reprise après une période de Covid et du coup un contexte de saturation de nos outils de production avec en parallèle de ça un changement dans nos outils de planification et dans l'ensemble de nos outils cœur de la supply chain et avec un outil qui a cristallisé dans cette période un peu charnière, des mécontentements, une forme d'incompréhension parfois, et du coup une appropriation qu'il faut continuer à accompagner dans cette phase de transition. Donc sur le projet, l'ambition a été vraiment de retrouver de la crédibilité pour la supply chain, pour cette équipe et pour les parties prenantes autour, principalement le business et les opérations, retrouver une efficacité dans la relation, une efficacité dans le travail et dans les échanges, puisqu'on est vraiment entre les deux et au service client-fournisseur l'un de l'autre. Également, retrouver cette transversalité qui est le cœur de la supply chain avec les usines, le business, dans cette création régionale à un moment donné où, comme je vous le disais, on a une approche et un changement d'organisation vers une approche matricielle qui parfois peut être un peu difficile à comprendre. Et il fallait reconstruire également ce point-là. Donc l'objectif évidemment était de retrouver de la performance et une performance pérenne au niveau des équipes Elkem et pour les clients d'Elkem, parce qu'on avait cette approche à la fois organisationnelle et structurelle et conjoncturelle de marché, qui a fait un peu qui a beaucoup chahuté notre performance au niveau de nos clients. On a une question. Ah. Je la pose en live, du coup, juste pour Oui, bien sûr. parce qu'on est dedans. Marie-Gilles qui nous pose la question, c'est l'outil d'allocation ou le process de décision de priorisation qui pose problème. En tout cas, il y a eu un mécontentement d'incompréhension autour de cet outil-là. Et du coup, il y a l'ensemble, c'est l'outil, le process. Un outil sans process n'est rien. Donc, voilà, aujourd'hui, on a encore de l'accompagnement à faire par rapport à cet outil et au process qui en découle, qui est à la fois local, mais également global. Donc, c'est toute cette construction-là qu'il faut avoir pour pouvoir répondre et redonner du sens à l'ensemble de la chaîne, que ce soit au niveau des usines, que ce soit au niveau de la région et de toutes les parties prenantes, mais également au niveau global. Et puis également un point important qui a été dans le cadre d'organisation, de changement d'organisation et de mon arrivée à ce poste, le poste, la supply chain historiquement appartenait aux opérations et la supply chain a été rattachée directement au patron de la région. Donc avait une vraie exposition et une vraie volonté de reconnaître, mais on en reparlera dans la démarche, mais il fallait assurer le succès de cette arrivée-là pour démontrer la pertinence de positionner cette fonction supply chain vraiment au même niveau que le business et les opérations.
Donc, pourquoi on a lancé cette démarche avec Optime? On avait déjà, donc, comme je vous le disais, une équipe déjà éprouvée par de la mise en œuvre d'organisations à la fois globales, locales. Il y a eu beaucoup de processus de travailler ces derniers temps, documentés, mais en fait peu appliqués. On était plutôt dans de l'implicite que de l'explicite et avec des changements organisationnels. Du coup, voilà, il y avait un vrai besoin de redonner du sens à l'organisation et de mobiliser toutes les parties prenantes autour de la supply chain pour pouvoir retrouver de la performance. D'où le nom qui a été donné au projet de reconstruire de la confiance, on l'appelait Rebuild Trust, et performance autour de la supply chain IMIA. On a volontairement mis ce autour parce que la supply chain n'est rien sans ses parties prenantes et il fallait retrouver de la confiance globalement autour des processus et de la supply chain. Donc, Optime est venu et nous a challengé, nous a amené en fait 3 points pour bien réussir cette phase dans une approche très systémique pour approcher tous les facteurs à la fois organisationnels, managériaux, comportementaux et évidemment les aspects techniques. On a parlé tout à l'heure de l'outil, process, on est liés. Mais il faut d'abord décrire l'organisation et les process avant vraiment de pouvoir avoir un outil qui soit appliqué et compris par tous. Donc, Optime est venu nous apporter en fait 3 éléments sur lesquels on a été amené à travailler. D'abord, une proposition de méthode. La méthode, ça a été un point de départ important, c'est de poser les problèmes. Poser les problèmes, ça veut dire d'abord aller les chercher, se parler vrai, oser la transparence et du coup accepter qui que ce soit, quoi que ce soit, d'entendre des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles. Il faut les entendre, il faut les accepter. Et également être aligné en fait entre toutes les fonctions sur les constats et les problématiques, sur ce qui fait mal et du coup en discuter. Un élément important quand on a lancé la démarche, comme la supply chain était un point de cristallisation, ce qui était clé, c'était d'éviter le supply chain bashing. Ça devenait un peu un rolling gag, on va dire, quelque part dans l'entreprise. C'est la supply chain. Même à la machine à café, quand il n'y avait plus de café, c'était la supply chain. Donc voilà, donc ça, c'était des points aussi où il fallait que l'on travaille là-dessus et qui était un des vrais points de vigilance. Après, la démarche aussi, c'était d'inscrire une dynamique de changement. Comme vous le disiez, Mélanie, tout à l'heure, on a lancé la démarche il y a 9 mois. On est encore et on va être encore dans une dynamique de changement. Un changement, ça prend du temps. Ça, il faut l'inscrire et je pense que c'est un facteur clé de succès, c'est le dire dès le départ. C'est qu'on ne va pas pouvoir changer les choses très rapidement, mais par contre, il faut, comme on va vous le présenter, qu'il y ait des petites victoires et qu'il y ait des choses qui avancent petit à petit. Mais l'objectif dans cette dynamique-là, c'est qu'il faut embarquer un maximum de monde et du coup avoir des groupes de travail pluridisciplinaires et nombreux. Également, un des points clés, ça a été le pilotage par les sponsors, avoir des sponsors forts, convaincus et qui portent le projet avec nous. Ce n'est pas simplement un projet supply chain, comme je vous le disais, mais on a à la fois des sujets techniques, mais aussi des sujets organisationnels très forts. Et sans un sponsoring jusqu'au top management, c'est compliqué de pouvoir faire avancer une démarche de changement aussi profonde. Et ça peut se faire également par un alignement très régulier en copil. Du coup, le copil que les parties prenantes du projet que l'on a pu intégrer, c'est d'abord avoir un noyau resserré autour d'un comité de pilotage, avec les fonctions vraiment majeures autour de la supply chain, donc évidemment les sales et marketing, les opérations, la RH, puisqu'on est dans un projet de transformation, et là, c'était important d'avoir les ressources humaines autour de la table et vraiment partie prenante complète de la démarche. Et c'est d'ailleurs avec eux qu'on a lancé cette démarche-là. Et puis, le general management de la région,
ainsi qu'on est dans une organisation matricielle, je vous le rappelle, régionale. Donc, il était important aussi d'avoir le sponsorship et d'avoir en permanence dans le comité de pilotage des représentations du global, à la fois dans la supply chain pour cette partie métier, et puis également de la finance, qui est aussi partie prenante de tous les process de la supply chain. Donc ça, c'était vraiment le noyau resserré de notre copil. Et on parlait noyau qui a été changé puisqu'on a eu un changement de gouvernance au début, milieu de la première phase du lancement de cette approche, mais ce qui a permis de renforcer encore l'accompagnement et la prise de conscience en fait sur l'importance de lancer ce projet-là. Dans les parties prenantes également, l'écosystème autour de la supply chain est important. Et du coup, dans la démarche, on a toujours travaillé avec également la qualité, la R&T, les achats, toute la partie industrialisation, l'IT, forcément. La supply chain est un département d'outils. Aussi de process et d'outils. Et l'IT est aussi complètement partie prenante de la démarche. Et puis, beaucoup d'autres services que je ne vous mentionnerai pas, mais l'important ici, c'est vraiment d'inclure beaucoup de monde. Notre approche a été donc en 2 phases. D'une part, une partie d'abord design de la roadmap qui a commencé, Paul et Mélanie, dès le début de la démarche, ont commencé par une étape d'interview majeure de l'ensemble de ces parties prenantes pour bien comprendre les enjeux, pour bien comprendre la représentation que chacun avait de la situation. Et ça, c'était clé à la fois pour Paul et Mélanie pour lancer cette démarche-là, mais également dans le process d'embarquement des différentes parties prenantes qui ont commencé à voir que voilà, il y avait quelque chose d'autre peut-être qui était en train de se dérouler d'une manière différente. Cette étape de design, elle a duré de juin à octobre, ce qui peut paraître long ou court, mais en tout cas, c'est une période qui est fondamentale pour vraiment poser les bases de la transformation et s'assurer qu'on est sur les bons sujets et que l'on va au bout de la démarche et de l'analyse de la situation. Donc, on a eu une phase de kick-off qu'on va vous détailler un petit peu plus avec des causes racines, analyse de causes racines, plan d'action et un wrap-up meeting qui a clôturé en fait cette phase de design de la roadmap et d'analyse un peu de la situation, toujours avec les mêmes parties prenantes, toujours dans cette logique d'embarquement et de transversalité. À la fin de cette phase-là, au mois d'octobre, on a lancé la phase d'implémentation et là, on a pu vraiment commencer à travailler sur les organisations riches de tous les enseignements de la première phase et nos processus. Organisation et processus toujours, avec en fil rouge notre copil, avec notre comité de pilotage toujours très sponsor de la démarche, dans un rythme assez régulier, assez rapproché, on va dire, dans la première phase et après un peu plus élargi puisqu'on a maintenant des copiles tous les mois au lieu de tous les 15 jours. Phase de communication également importante et de survey. Donc, la première étape qui a été lancée, c'était d'abord se mettre d'accord sur les symptômes et les dysfonctionnements. On dit bien nos, et non pas ceux de la supply chain, mais bien de nos dysfonctionnements autour de la supply chain. Donc, ce kick-off a eu lieu en juin avec une équipe pluridisciplinaire. 60 personnes ont été réunies pour une journée. Par petits groupes, des groupes de 8-10 personnes mélangées. Alors, il y a eu beaucoup de enfin, ça a fait parler. Les gens se sont dit, tiens, comment on va réussir à transformer quelque chose pendant une journée, 60 personnes, mais quelle est la liste des invités? Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de questionnements. Mais les personnes sont venues, donc c'était déjà un signe que la démarche était intéressante. Comment dire oui, il y avait une curiosité. Après, voilà, quelques méfiances en disant oui, des démarches, on en a déjà lancé. Est-ce qu'on va arriver au bout? Mais bon, l'objectif aujourd'hui, l'objectif de ce kick-off, c'était de se dire voilà, quel est notre terrain de jeu? Quel est le but? Donc, on est dans des choses plutôt formelles. Quel est notre terrain de jeu? Quel est le but de la supply chain?
Il faut penser global par rapport, et du coup tous les services réunis plutôt que local. On a aussi travaillé pour lister et prioriser les symptômes qu'il a fallu les faire. On les a validés par l'ensemble des fonctions. À chaque fois, on était sur des petits groupes. Chaque individu travaillait sur les problématiques pour trouver les symptômes, sur le but également. Après, il y avait un partage dans les tables et après une remise en commun pour que l'ensemble du groupe puisse vraiment choisir les priorités, choisir les mots. Ça a été le cas quand on a travaillé tous ensemble sur le but de la supply chain. Donc, c'est un travail multifonction où on a tous déterminé que le but de la supply chain, je vous laisse le parcourir, mais c'était vraiment de maximiser de manière durable la valeur créée par Elkem et puis évidemment servir nos clients à la fois internes et externes de manière efficace et en fonction évidemment des attentes, que ce soit qualité, coût, délai et de manière sereine. Et on a vraiment employé le mot serein qui est ressorti de tous pour nos employés et pour l'ensemble. Il y a une question de Marie-Gilles. Merci Marie-Gilles d'animer nos échanges. La question c'était comment avez-vous priorisé les symptômes? On va le voir. Donc, les symptômes ont été priorisés par tous, c'est-à-dire à un moment donné, on avait une liste. Oui, vas-y. On avait une liste de symptômes et là, on les a travaillés durant ce kick-off avec beaucoup d'échanges à la fois, comme je vous le disais, hein, par individuellement, par table, donc beaucoup d'échanges par table. Et puis après, un échange, il y a eu des jeux pédagogiques à chaque fois pour illustrer en fait les différentes questions qui ont pu être posées. Et après, il y a eu un vote et une sélection en fait des différents symptômes qui sont devenus les plus, on va dire, redondants, mais symptomatiques en tout cas de la situation dans laquelle on était. Donc, vous pouvez le voir que les 6 symptômes qui ont été retenus, c'est le parti manque d'information pour donner de la visibilité aux clients. Ça, on rejoint la performance vers les clients. Une communication opérationnelle aussi désalignée entre les différents services pour donner des informations toujours données vers les clients, tournées vers les clients. Des process qui ne sont pas respectés. Ça, c'est quelque chose qui est, je vous parlais, il y a eu beaucoup de choses qui ont été travaillées précédemment, mais avec un côté pas forcément toujours appliqué par tous. Également, une problématique, on en parlait tout à l'heure avec l'outil d'arbitrage interbusiness. Ça ne se faisait pas toujours bien entre la demande, la capacité. On était aussi, je vous le rappelle, on était toujours dans une phase de manque de capacité. Donc forcément, les process de décision et d'allocation étaient critiques pendant cette phase-là. Et donc, c'est vrai qu'il y a une cristallisation et un symptôme de la situation dans laquelle on était, et c'est ce manque d'arbitrage. Également, les délais de création de nouveaux flux. Qui n'étaient pas alignés avec les besoins du business. Et puis également des décisions d'allocation entre les différentes régions de la division qui n'étaient pas forcément suivies ou respectées, donc à une question de discipline. Donc ça, c'est vraiment les 6 symptômes qui ont été recueillis durant cette listée et validés par l'ensemble des participants. Durant cette session-là également, on a travaillé sur des quick wins parce que ce qui est important aussi dans ces phases de transformation, c'est on est sur un temps long, mais malgré tout, il faut montrer des petites victoires assez rapidement pour démontrer qu'il y a des choses qui changent et qui commencent à bouger. J'ai une question et un commentaire. Marie-Gilles qui commente: c'est impressionnant la similitude de cette sélection de symptômes avec ce que j'ai pu observer dans différentes entreprises au sein desquelles j'ai travaillé. Donc, effectivement. Et puis d'ailleurs, par rapport au questionnaire qu'on a fait tout à l'heure, le premier symptôme, on manque d'informations pour donner de la visibilité. Je crois que c'était votre premier vote. Et puis, on a une question de Théo Julien. Je ne pense pas que c'est Théo d'Elkem. Si, bonjour Théo. C'est le Théo d'Elkem. Pardon, je ne connaissais pas le nom de famille de Théo, désolé. Et donc Théo nous dit: est-ce que le but a été traduit en objectif et en KPI?
Dans le cadre de non, pas de manière aussi tangible. Par contre, c'est vrai qu'on est sur un but qui est aujourd'hui qu'on peut retrouver, et on en parlera si tu veux Théo, avec nos objectifs et nos processus. C'est un autre Théo qui a posé la question du coup. Alors il y a deux Théo, désolé Théo. Alors j'ai regardé la liste. Il y a deux Théo dans notre visio, excusez-moi. Donc c'est un autre Théo qui a posé la question. D'accord, c'est un autre Théo. Non, du coup, par contre, on l'a retranscrit en processus et là, après, on les retrouve après dans nos processus et dans nos objectifs, on va dire annuels, parce que c'est quand même le fil rouge aujourd'hui. Mais c'était important qu'on se raccroche et qu'on puisse mettre un peu notre mission et notre but et surtout le travailler d'un point de vue transversal. On a une nouvelle question de Bertrand Willick Fabia. Avez-vous détecté des symptômes au niveau des personnes, par exemple en termes de compétences ou de confiance entre les acteurs? Confiance entre les acteurs, oui, on a de l'interpersonnel. Au niveau des personnes, on n'est pas sur une approche qu'on a voulu, qui n'est pas sur une approche individuelle, surtout pas. Mais par contre, dans l'interpersonnel, oui, on parlait tout à l'heure de supply chain bashing. La situation dans laquelle on était a généré des tensions interpersonnelles qui ont pu être très fortes. Même si il y a beaucoup d'interpersonnel chez Elkem, les gens s'entendent très bien, il y a une vraie bienveillance. Mais malgré tout, à un moment donné, quand tout est dérégulé et aussi complexe, il y a malheureusement des cristallisations interpersonnelles. Donc ça, c'est arrivé et c'est aussi l'objectif, c'est de redonner de la sérénité. C'est ce que vous pouvez voir dans le but qui a été écrit par l'ensemble des parties prenantes. Et le nom du projet, Build Trust. Build Trust, ouais. Et il y a le rebâtir de cette confiance et évidemment de la performance. Et autour, c'était important de dire autour, la supply chain est une et voilà, et elle travaille avec un écosystème et par essence est transversale. Du coup, la deuxième étape, ça a été de chercher les causes racines en fait de la situation dans laquelle on était. D'aller chercher ces causes profondes et systémiques. Si on traite les symptômes, en fait, on ne va pas avoir des actions pérennes et on ne va pas comment dire, résoudre durablement la problématique. Donc vraiment, l'apport aussi dans cette méthode, c'était de dire on va aller chercher les causes racines et se dire où elles sont, où est-ce que c'est ancré pour pouvoir traiter ces dysfonctionnements. Donc ça, cette approche-là, on l'a faite avec des petits groupes de travail qui étaient issus du kick-off. Là, on a demandé à la fin du kick-off des volontaires. Il y a des personnes qui se sont présentées, beaucoup de volontaires de tous les services, ce qui était vraiment déjà une belle réussite, une belle preuve de réussite du kick-off. Avec à chaque fois 5 personnes de toutes les fonctions. On a lancé 4 ateliers avec comme mot d'ordre s'approprier les problématiques, les symptômes, oser dire, et donc toujours dans l'objectif d'avoir des actions pérennes. Un exemple, c'était de dire, voilà, la communication opérationnelle n'est pas alignée. Pourquoi ? Il faut qu'on aille traiter l'alignement. Aller traiter uniquement l'alignement ne résoudra pas le problème de fond. Il faut se dire que on doit aller chercher plus loin, pas simplement le problème d'alignement, mais pourquoi? Est-ce que c'est dans nos processus? Donc voilà, à chaque fois, aller chercher la raison qui a et la raison et la cause racine qui a engendré ce symptôme-là. À chaque fois, il a fallu vérifier si on était sur les vraies causes. On a cherché des datas, on a mis face à chacun des symptômes et à chacun des routes causes des données factuelles pour pouvoir se dire est-ce qu'on est vraiment là-dessus, est-ce que c'est simplement du on dit ou est-ce que c'est vraiment une cause profonde, est-ce qu'on est sûr de ça? Et ça, c'est toujours important dans ces phases-là. Donc, on est allé vérifier un des points qui était il y a beaucoup de turnover dans les équipes. Donc, on est allé chercher auprès des ressources humaines des informations et on les a posées et du coup, on a évalué la pertinence en fait des causes racines. On a formulé explicitement les choses. Tout le monde le sentait, mais ça a eu le mérite de faire réfléchir et puis de poser et d'aller au bout plutôt que de rester sur des impressions. Et du coup, vraiment aller sur des choses que vous verrez qui ne sont pas forcément faciles, mais qui doivent être dites et entendues, et puis après traitées avec des plans d'action.
Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur cette étape de cause racine au sein d'Elkem. Et je me permets de rajouter un dernier truc. Ce qui était important dans les groupes de travail, c'est qu'ils étaient multifonctionnels. Et donc, encore une fois, l'idée, c'était toutes les fonctions approuvaient le travail sur ces causes racines. Alors, je fais un petit intermède méthodologique sur la méthode des causes racines. La recherche des causes racines, le pourquoi, hein, en méthode de résolution de problème, probablement vous connaissez des méthodes de résolution de problème, vous connaissez d'autres méthodes de résolution de problème que la méthode qu'on va vous présenter, que nous on appelle le CRT, le Current Reality Tree, qui est un outil issu de la théorie des contraintes. Probablement, vous connaissez l'Ishikawa ou les 5 pourquoi. En fait, le CRT, c'est une méthodologie de recherche, de résolution de problèmes, mais qui est systémique, c'est-à-dire qui va s'appliquer sur un domaine, un sujet beaucoup plus large et qui va vous permettre d'aller résoudre un problème ou chercher des causes racines et profondes sur un sujet qui est beaucoup moins circonscrit que quand on est en méthodologie de résolution de problème. Typiquement, là, dans le problème qu'on avait, c'est-à-dire la supply chain IMIN n'atteint plus son but, hein, ne répond plus à son but, ou vous pouvez avoir des sujets du type la sécurité n'est plus assurée dans mon entrepôt, la collaboration supply chain industrielle ne fonctionne pas. Voilà, c'est ce genre de problématique qu'on adresse avec un CRT. Donc, comment ça fonctionne? On commence par définir, par cerner bien le problème, hein, se mettre bien d'accord sur le système et le but. Et puis, on travaille sur nos symptômes, comme on l'a fait chez Elkem, c'est-à-dire qu'on va se définir un certain nombre de symptômes. En général, on travaille sur 5-6 symptômes. Et puis ensuite, on va creuser et on va chercher pourquoi, de la même manière. Hein, je creuse pour faire en sorte d'aller chercher des causes intermédiaires, de mettre en relation les causes intermédiaires les unes avec les autres pour aller être bien sûr de traiter ces causes racines. Et ce qui est important, c'est que, en gros, quand on a terminé un CRT, à quoi ça ressemble, on a notre zone des symptômes qui est en haut, qui est ici, donc ce qu'on a vu chez Elkem, ou ma sécurité qui n'est pas traitée dans mon entrepôt. Si je reste là, si je traite ça, probablement très vite, mon problème va revenir. Et donc, le traitement de ces problèmes-là sera inefficace. Si je descends un peu dans mes problèmes, je vais avoir des causes intermédiaires. Tout à l'heure, j'ai entendu dans la question, on avait un sujet autour de la compétence. Quand on a creusé dans les causes intermédiaires, on a trouvé le sujet de la compétence. C'est-à-dire dans des causes intermédiaires de tous les symptômes qu'on a vus sur les sujets de la supply chain, il y avait la problématique de la compétence des équipes supply chain. Et il y avait la problématique de la façon dont on intégrait les nouveaux dans les équipes supply chain. Parce que c'était ça, en fait, les deux causes intermédiaires. Hein. Quand on parle de compétences, il n'y a pas de jugement porté sur les gens. Hein. C'est vraiment la façon dont on prenait le temps d'intégrer les nouveaux dans les équipes supply chain. Voilà. Ça n'était qu'une cause intermédiaire. Hein. On est allé chercher un peu plus bas et vous allez voir que la cause intermédiaire qu'on a trouvée, la cause racine qu'on a trouvée, c'est sur la façon dont la supply chain était considérée dans l'entreprise. Voilà. Et là, quand on arrive sur cette cause-là, on sait que c'est vraiment cette cause-là racine qu'il faut traiter pour faire en sorte de traiter le problème à long terme. Traiter la cause intermédiaire qui est le problématique de la compétence ne suffira pas parce qu'en fait, le vrai sujet, il est la façon dont la supply chain est considérée dans l'entreprise. Voilà, donc le CRT permet d'aller détecter quels sont les vrais bons sujets sur lesquels, dans l'organisation, il faut travailler pour faire en sorte que durablement, vous répondiez à votre but, à votre problématique et que vous traitiez les problèmes. Mais en général, on tombe sur des gros sujets. Hein, vous allez voir chez Elkem ce qu'on a détecté. Et du coup, ça va prendre un peu de temps.
Je repasse la parole à Véronique pour vous présenter les causes racines. Donc, comme vous voyez, les résultats, en fait, je vous ai exposé les symptômes qu'on avait retrouvés chez Elkem au moment de cette analyse. Donc, le travail, en fait, le résultat du travail des différents groupes multifonctionnels que l'on a pu avoir, avec, comme vous pouvez le voir, les pourquoi, et beaucoup de ramifications et de symptômes qui se recoupaient également, puisqu'on est vraiment dans une approche complètement systémique. On a trouvé donc 4 grandes causes racines au niveau d'Elkem, causes qui a été présentée au niveau du COPIL et qui a créé une vraie prise de conscience au niveau du comité de pilotage sur les difficultés qu'on pouvait avoir. Donc là-dessus, on en a 4 causes racines que l'on a issues et sur lesquelles on a travaillé en suivant. C'est une problématique autour des décisions et les décisions autour de la région et pour les décisions également plus globales. Il y a eu un constat, une cause qui a été déterminée de se dire qu'il n'y avait pas de décideur garant de l'optimum global entre toutes les parties prenantes. Vous vous souvenez qu'il y avait des points de cristallisation sur les points de décision, sur de l'intercompagnie et d'autres points. Et là, en cause racine, on l'a fait émerger le fait qu'il n'y avait pas de décideur, vraiment, et de garant de cet optimum, et ce qui crée beaucoup de symptômes que l'on a pu voir précédemment. Également, des process. On a parlé de process qui n'étaient pas assez opérationnels ou précis pour être applicables à la fois dans toutes les situations et puis également compris dans ses composantes, à la fois les données d'entrée, les données de sortie, les rôles et responsabilités. Beaucoup de fonctionnements implicites, des process écrits mais pas appliqués, on l'a vu. Et on est venu au constat et à la cause de se dire que ces process-là n'étaient pas assez opérationnels et précis. Et ça ne permettait pas aux parties prenantes de pouvoir les appliquer, d'où une certaine cristallisation. Dans les causes racines également a émergé le fait qu'on avait un manque de leadership dans les processus supply chain et globaux qui instruisaient des propositions d'arbitrage qui n'étaient pas en accord avec toutes les parties prenantes. Donc, on avait un désalignement par ce manque de leadership à la fois sur les processus supply chain, à la fois au niveau régionaux et également globaux. Donc ça, élément important, manque de décision, problématique de process, problématique de leadership. Et pour rejoindre ce que disait Mélanie tout à l'heure, également le fait que la fonction supply chain n'était pas reconnue ni valorisée en interne comme un élément critique pour la stratégie d'Elkem. Ça émergé pas que des personnes de la supply chain, mais vraiment de l'ensemble des départements en disant mais finalement, cette supply chain est-elle vraiment reconnue ? Et lui donne-t-on vraiment les moyens en termes de formation, etc. Donc ça, c'est vraiment les 4 causes qui ont été présentées au COPIL, qu'il a entendu. Je vous rappelle qu'on avait un COPIL à la fois régional et également global. Donc c'était important de pouvoir partager ce constat-là et qu'il puisse être entendu et reconnu avec des actions pour pouvoir y remédier. Donc dans l'étape suivante, en fait, de ces causes racines, on a travaillé sur la transformation de ces causes en plan d'action, en gardant toujours des groupes multifonctionnels, pas forcément les mêmes, et construire des plans d'action solides. Donc, chaque cause racine a été travaillée en plan d'action. On a avancé là-dessus en quelques semaines parce que le CIRCO nous a demandé, le COPI nous a demandé d'accélérer, mais on a fait ce travail-là pour éviter également de s'enliser et pour pouvoir très rapidement prioriser et aller trouver des solutions et apporter des actions face à chacune des causes racines pour sortir de la situation. Alors, du coup, pour pouvoir construire ces plans d'action, même chose, on a utilisé une méthodologie un peu spécifique parce que vous voyez que quand il faut construire un plan d'action sur la supply chain n'est pas reconnue ou valorisée ou on manque de leadership sur les fonctions supply chain et global, se dire qu'on va partir sur une méthodologie de plan d'action, un homme, une action,
une date, ça peut être un peu tricky et ça peut, on peut arriver à un plan d'action, mais le risque, c'est que ça ne marche pas. Donc, on a utilisé avec les groupes de travail, on leur a fait faire des plans d'action avec une méthodologie qu'on appelle le PRT, toujours issue de la théorie des contraintes. Et moi, j'aime bien utiliser l'image on va découper finalement l'éléphant en tranches et on va se dire, finalement, l'objectif, on va se dire, pour réaliser cet objectif, quels sont les obstacles absolus, les obstacles qui m'empêchent d'atteindre cet objectif. Et une fois que je vais avoir identifié tous les obstacles qui m'empêchent d'avoir atteint cet objectif, je vais pouvoir, face à chacun de ces obstacles, commencer à décrire, on va dire, les plans d'action face à chacun de ces obstacles. Donc, je vais vous illustrer ça sur un petit exemple, ça sera plus parlant que de vous faire un peu de théorie. On l'utilise, donc on utilise toujours pareil, on utilise ça sur des objectifs qui vous paraissent un peu, sur des objectifs qui sont très ambitieux, sur des objectifs ou sur des choses que vous avez déjà essayées et qui n'ont pas marché. Ça peut être intéressant de vous reposer la question et de dire, tiens, si j'essayais de construire ce plan d'action avec cette façon de faire. Donc, à gauche, vous avez un petit plan d'action qu'on a construit avec un de nos clients. Et à droite, c'est finalement, on se pose la question de marcher sur la Lune. OK, c'est quoi les objectifs absolus qui m'empêchent Pardon ? Les obstacles, pardon. Les obstacles absolus qui m'empêchent de marcher sur la Lune. Un des obstacles, c'est je n'ai pas la techno de moteur assez puissant pour arriver sur la Lune. Deuxième obstacle, je ne sais pas embarquer suffisamment de carburant pour revenir. Il y a d'autres obstacles. Troisième moment, il faut bien vérifier qu'on a tous les obstacles pour arriver sur la Lune. Il faut qu'on s'assure d'avoir toutes les conditions nécessaires, enfin tous les obstacles absolus pour atteindre cet objectif. Donc, on ne les a pas tous listés. L'objectif, c'est juste d'aborder un tout petit peu le début de la méthode. Et donc, face au premier objectif, je n'ai pas la technologie, on se dit, OK, qu'est-ce qu'il me faudrait ? Ça serait quoi mon objectif ? Ça serait de créer finalement un laboratoire capable de développer cette technologie. OK, pour créer ce laboratoire, on peut repartir en mode c'est quoi les obstacles ? On n'a pas d'ingénieur compétent et on n'a pas le budget. OK, comment je fais ? Je recrute et je fais voter une loi de finances qui permet d'avoir le budget. Bon, là, c'était un exemple où on se plaçait du point de vue du gouvernement des États-Unis. C'était ça notre exemple. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, on découpe l'éléphant en tranches et on va se dire quels sont vraiment nos obstacles. Et face à chacun de ces obstacles, on va construire ce plan d'action. Et c'est ce qu'on a fait sur ces obstacles, parce que construire un plan d'action sur rendre la supply chain crédible et critique chez Elkem, partir de ça, on s'est dit, OK, quels sont les obstacles qui nous empêchent aujourd'hui ? Et on a construit ce plan d'action sur chacun de ces objectifs et ce qu'on a fait en quelques semaines. Alors, il y a une question sur justement cette phase de Marie-Gilles, encore, merci. Comment avez-vous articulé ces étapes d'analyse des obstacles avec celles des causes racines ? Alors, très bonne question, merci. Donc, en fait, on est passé par ce qu'on appelle l'état désiré, c'est-à-dire qu'on se dit, en fait, nos causes racines, c'est ce qui nous, finalement, c'est ce qu'on ne veut pas voir. Donc, c'est la fonction supply chain n'est pas reconnue ni valorisée en interne comme critique pour la stratégie d'Elkem, si je vous prends cet exemple-là. Et on a reformulé en se disant, finalement, ça serait quoi notre objectif, si vous voulez, notre état désiré ? On voudrait que la fonction supply chain, alors on se dit, la fonction supply chain est reconnue en interne comme critique pour la stratégie d'Elkem. Et donc, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous en empêche ? C'est quoi les obstacles ? Donc, je ne l'ai plus en tête, mais de mémoire, on avait la supply chain n'a pas les effectifs, n'a pas les compétences, n'a pas la formation, et puis n'a pas les instances et les processus. Voilà. Donc ça, c'était nos 4 obstacles. On s'est dit, OK, face à chacun de ces obstacles, comment on bâtit le plan d'action sur chacun de ces obstacles.
Merci, c'est très clair, Marie-Gilles. Super. Merci. Je ne voyais pas votre réponse. Merci encore hein, d'animer notre débat. N'hésitez pas les autres à poser des questions. Donc, on vient de parler des plans d'action. L'important, en effet, c'était de se dire de travailler dessus toujours avec cette approche multifonction par petits groupes, en effet, et de lister les plans d'action sur l'ensemble des causes racines. Une fois qu'on a eu ça, on l'a mis, voilà, on les a rejoints dans un grand plan d'action. On a unifié parce que forcément certaines actions pouvaient se recouper. Et puis, on a écrit cette roadmap basée avec 5 catégories. On a rassemblé ces plans d'action en 5 catégories, travaillé sur les process, travaillé sur la gouvernance également. On a beaucoup parlé de décision. Une décision, il faut une gouvernance pour cela, il faut un propriétaire. Sur les ressources humaines également, on a parlé d'effectifs, de compétences, les outils et les données. Donc, cette roadmap, on l'a construite à partir de ces plans d'action, on les a jalonnés, on les a fait prioriser également par le CIRCO, et on est en phase de déploiement. Qu'on est en train là, de continuer à déployer et que l'on va continuer à déployer pendant les prochains mois. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? On a une équipe supply chain élargie, je vous l'ai présenté tout à l'heure. L'équipe supply chain, là, elle représente à peu près 11 personnes. L'année dernière, 10 personnes, pardon. L'année dernière, on était sur 4 personnes à la même époque. Donc, il y a eu une vraie réception en fait, des différents messages et on travaille dessus. On est quasiment au complet à fin février. Les missions sont très claires sur les missions historiques et on continue à travailler dessus. L'organigramme se clarifie, vous l'avez vu tout à l'heure, et les compétences, là aussi, se clarifient au fur et à mesure et on est sur un déploiement d'organisation en cours et puis qui va se prolonger sur les prochains mois. Aujourd'hui, la fonction supply chain a réussi son arrivée au niveau du comité de direction IMIA. C'était un des challenges de ma prise de mission et des processus qui sont aujourd'hui réécrits, mais avec les fonctions. C'est-à-dire pas simplement par quelqu'un ou par 2 personnes, mais on garde cette démarche toujours de transversalité, d'avoir les parties prenantes intégrées, toujours dans un objectif d'accompagnement du changement et d'appropriation. Si on travaille, on a vu que si on travaille des processus à une personne, 2 personnes, si des parties prenantes ne sont pas intégrées, on a forcément moins de pertinence, d'abord certainement dans les processus, et également moins d'appropriation. On a initié des choses et forcément, on est en amélioration continue. Ce n'est pas en quelques mois qu'on va tout réécrire de manière… et puis, de toute façon, un processus doit vivre. Une question très pertinente de Pierre Damien. Comment avez-vous pu mener ce projet? Les autres questions étaient pertinentes aussi. mais celle-là, on se l'est vraiment posée. Donc, entre autres, comment avez-vous pu mener ce projet et continuer l'activité day-to-day? Grâce à Optime, qui est venu nous aider aussi, et en essayant aussi de faire prioriser le COPIL, les parties prenantes, pour à la fois prioriser les actions, en se disant qu'on ne pouvait pas tout faire, donc vraiment aller sur les quick wins, et puis sur d'autres actions plus, comment dire, qu'on devait mettre rapidement en place. L'organisation, par exemple, c'était un must-have. Donc ça, dans les plans d'action, c'était vraiment la chose qu'il fallait travailler en premier. Donc ça a été, c'est lourd pour les opérationnels. Il faut avoir aussi un écosystème qui permet de renoncer à un certain nombre de choses et pas d'avoir un niveau d'exigence sur sa supply chain tel qu'il pourrait l'avoir sur une supply chain complètement mature. D'où aussi la logique d'avoir un écosystème et des parties prenantes embarquées pour qu'ils comprennent la démarche et l'étape dans laquelle on est.
et adapter également le niveau d'exigence. On délivre quand même, la performance s'améliore, ça c'est certain. Par contre, on a réussi à mener les deux avec beaucoup d'énergie, ça c'est certain. Vous pouvez voir physiquement, mais également avec ce partage avec l'ensemble des parties prenantes, et ça c'est majeur pour pouvoir réussir une transformation tout en maintenant l'activité. Une autre question? Non, je peux ajouter un commentaire Oui, sur bien ce que tu viens sûr. de dire. Moi, je trouve qu'il y a un des effets du processus tel qu'il a été mené, c'est aussi, ça a été aussi que les gens ont eu envie, en fait, de résoudre les problèmes. Oui. C'est-à-dire qu'une fois que les problèmes étaient posés sur la table, qu'on les avait identifiés, qu'on avait vraiment touché du doigt les causes racines, que le copil les avait reconnus, etc., les gens, ils avaient envie de résoudre. Enfin, je pense qu'il y avait quand même les gens qui sont investis. Il y a eu beaucoup de gens qui sont investis dans les petits groupes. Ils l'ont fait sans qu'ils demandent nécessairement à leur hiérarchie d'arbitrer sur leur run, sur leur day-to-day, mais parce qu'ils avaient tellement envie que ça marche et que ça se résolve, parce qu'on ne pouvait pas rester dans la situation de départ. En fait. Ouais. C'était pas possible. Non, c'est vrai que ça a été et c'est des gens de tous les départements qui ont en effet, et on a eu ce problème-là d'arbitrage avec la charge durant l'été notamment, parce qu'on a demandé au mois de juin d'avoir tout de suite des personnes qui disponibilisent sur l'équivalent d'une journée ou de 2 journées dans une période de vacances, et même des gens d'autres départements se sont mobilisés parce qu'en effet ils avaient envie de. Ils avaient vraiment appréhendé cette démarche-là, ils se l'étaient appropriée et ils avaient vraiment la volonté d'aider. Et ça a été un des vrais facteurs qui a. Après, tout n'est pas fini, mais en tout cas, la démarche est lancée et les gens sont partie prenante dedans et c'est important. Donc là-dedans, en effet, dans les facteurs clés de succès, on a cette démarche, donc on parle d'une démarche rigoureuse et impliquante. On a eu ce kick-off dont je vous ai parlé, les ateliers qui ont été très rythmés. À la fois l'accompagnement d'Optime avec la méthode qu'on vient de vous présenter, dont on va reparler, et puis les compétences métiers, parce qu'il y a cette double compétence, à la fois accompagnement du changement, mais également compétences supply chain que porte Mélanie aujourd'hui et qui nous aide dans sa compréhension de nos problématiques. L'impliquante, on en parle beaucoup. 40% des personnes ont été impliquées dans la démarche depuis le début, c'est-à-dire qu'on les a eues dans le kick-off et après ils nous ont accompagnés dans les groupes de travail, dans les groupes sur les quick wins, dans l'analyse des causes racines, des plans d'action, etc. Et ils continuent à nous accompagner et ça c'est important. Associer les parties prenantes, on en a beaucoup parlé. Éviter et faire prendre conscience aussi, parce que ça a été un moment, les gens n'avaient même plus conscience qu'en fait qu'ils faisaient du supply chain bashing. Ça devenait tellement régulier que c'était dans l'inconscient collectif. Par contre, pour les personnes occupant les fonctions, voilà, c'était important. Donc ça, les associer, leur faire prendre conscience, avoir donc les multifonctions, les stakeholders dans le copil. On pense beaucoup des stakeholders d'un point de vue transversal avec les différentes fonctions d'une entreprise, mais également dans des organisations matricielles. Il faut vraiment engager tous les niveaux pour pouvoir faire adhérer du site, si on parle de site, jusqu'au top management, qu'il soit le régional ou worldwide. Et puis, on a eu des changements d'organisation, mais malgré tout, au sein des parties prenantes, on a rebattu les cartes du copil au début de la démarche et ça a été assez déstabilisant. Mais finalement, ça a été un point de force et un point d'appui parce qu'on a fait rentrer d'autres intervenants et ça nous a permis peut-être d'être moins tournés sur nous-mêmes au niveau de la région et de plus ouvrir d'un point de vue global. Et je pense que c'est aussi un des facteurs clés de la reconnaissance de la démarche. Le rythme d'implémentation également a été adapté avec des équipes très réduites, à la fois opérationnelles et projet. Volonté d'avoir des équipes très réduites, on a battu le rythme quand même de manière assez rapide et du coup on avait besoin de souplesse. Donc il a fallu aussi faire entendre qu'on ne pouvait pas tous être au même endroit au même moment et qu'il fallait aussi accepter que tout le monde ne traite pas tout. Et ça a été vraiment quelque chose d'important dans la manière dont on a défini les groupes. Et puis, le rythme d'implémentation pour aussi permettre ce changement culturel sur la vision de la supply chain et commencer à renverser un petit peu et à voir différemment la fonction supply chain. On a eu également ce double accompagnement, à la fois pour garder le cap sur les livrables, la roadmap qu'on a construit, mais également sur le leadership dans la transformation de la position où on a
ce double côté qui permet à la fois de regarder le projet et d'accompagner le leader dans cette transformation, à la fois dans les questionnements, dans remettre un petit peu, rectifier un peu la route, etc. Une question de Théo, donc pas le Théo Delkem. Y a-t-il une instance transverse permanente pour supporter un mode progrès continu efficace? Transverse permanente. Aujourd'hui, on est toujours en mode projet. Donc, on est toujours en amélioration. On est en construction et en amélioration des process que l'on déploie. Et en parallèle de ça, on a nos process qui permettent de continuer à suivre. On est toujours dans cette agilité, hein, c'est-à-dire qu'on est dans la logique des petits pas. Donc oui, on continue avec un Stirco, on en a un dans une semaine d'ailleurs. Et puis on va avoir aussi un autre événement très, très bientôt pour pouvoir continuer à alimenter tous ceux qui participent à la démarche et les autres, voilà, sur l'avancée de la démarche et là où on en est et les progrès qu'on a pu réaliser. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bah oui, il y a une qui vient d'arriver de Marie-Gilles. Avec cette expérience, prévoyez-vous de créer une fonction d'animation de l'amélioration continue? Pas en l'état. Après, on a un rôle de key user qui, quelque part, l'amélioration continue, elle est aujourd'hui portée à la fois par chacun, mais en même temps, ce rôle de key user va nous permettre également de rentrer dans une logique à la fois de reconstruire un certain nombre de choses, mais également d'accompagner cette amélioration continue, mais pas d'instance à proprement parler ou de poste à proprement parler. Du coup, c'est proche de la question suivante. Prévoyez-vous, donc voilà, les deux questions étaient proches, hein, celle de Théo et de Marie-Gilles, qui disaient à terme de mettre en place une fonction d'animation de l'amélioration continue. Stéphane Dio, dans quelle mesure la QA, alors j'imagine que c'est la qualité, mais je ne suis pas sûr, Stéphane, si vous pouvez préciser, vous a-t-elle aidé? Quel était son rôle? QA, c'est la qualité, oui, l'assurance qualité. L'assurance qualité. La qualité, aujourd'hui, ils étaient partie prenante, oui. mais pas d'aide plus particulière sur la méthodologie et sur l'accompagnement, enfin, sur cette phase de transformation. OK. On continue et puis si jamais on a d'autres questions qui arrivent, on prendra les questions au fur et à mesure. Super. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous. Ce qu'on vous propose, c'est de faire un petit apport sur deux petits sujets qui nous tiennent à cœur quand on intervient en particulier en supply chain. Un petit sujet sur l'importance du but, la notion d'optimum global versus optimum local, et puis on parlera du changement vu par la théorie des contraintes. Alors, pourquoi on a travaillé sur le but avec Elkem? La TOC nous dit que en fait, on ne peut optimiser un système d'abord si on n'a pas bien correctement défini ce système, hein, donc d'où l'importance, vous voyez le terrain de foot, hein, nous on image souvent ça par le terrain de foot, parce que c'est important de se dire de quoi on parle, c'est quoi le périmètre dont on se parle. Et quand on a fait travailler Elkem, on leur a fait vraiment définir quel est le système qu'ils avaient besoin, sur lequel ils avaient besoin de travailler. Donc, quand vous parlez de votre supply chain, votre chaîne de valeur, c'est important de se dire d'où elle part et où elle arrive, et du coup, sur quoi on cherche à travailler. Donc, c'est ça qu'on appelle le terrain de jeu. Ensuite, ce terrain de jeu, cette chaîne-là, elle a un but. Et la notion de but, c'est ça qui va nous permettre de savoir comment l'améliorer. Le but, c'est vraiment la raison pour laquelle cette chaîne de valeur a été créée. C'est l'essence même. C'est assez proche de la raison d'être. Donc, il y a un certain nombre de débats dans lesquels je ne vais pas rentrer parce qu'on n'a pas le temps. On se fera un plaisir dans toutes nos formations d'avoir ce débat avec vous. On n'a pas le temps aujourd'hui. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on a mis de l'argent sur la table. Votre organisation a mis de l'argent sur la table pour créer cette chaîne de valeur. Le truc qui est important, et qu'on voudrait partager avec vous, c'est la notion d'optimum global du système qui n'est pas la somme des optimums locaux. Et souvent,
dans le pilotage, on a un petit risque, c'est que les indicateurs, la façon dont les indicateurs sont créés, les indicateurs des sous-activités peuvent conduire à désoptimiser le système global. Et donc, dans la façon dont on a écrit le but, vous voyez, avec Elkem, on a bien écrit le but en disant que ça maximisait la valeur créée pour Elkem, donc au sens global, hein, donc en servant les clients IMIA de façon efficiente, etc. Donc, on répond bien à un optimum global, hein, qui est Elkem au sens large, quitte à ne pas tout à fait répondre aux optimums locaux de la région IMIA, c'est-à-dire sales et marketing, c'est-à-dire que parfois, on va accepter de ne pas servir tout à fait aussi bien les clients IMIA, parce que l'optimum global de Elkem réclame que on fasse des arbitrages parfois de mieux servir certains clients intercompagnies, mieux servir certains clients qui sont d'autres régions pour pouvoir maximiser la valeur créée par Elkem. Donc voilà, c'est vraiment ça l'importance de définir le but et d'être clair sur le fait que les indicateurs, attention dans la façon de définir les indicateurs, pour faire en sorte que les indicateurs de performance ne désoptimisent pas le global par rapport à la somme des indicateurs locaux. Autre exemple de désoptimisation globale versus locale qu'on a pu voir chez un de nos clients. On avait une zone de préparation, une zone tampon, une zone de chargement. La zone de préparation avait comme objectif, comme indicateur, sa productivité en préparation. Et le chargement avait son indicateur, le respect de son plan de chargement. Qu'est-ce qui se passait? La préparation, elle envoyait tout ce qu'elle pouvait en termes de préparation. Résultat, elle engorgeait la zone tampon, la zone de chargement. Et au chargement, il se retrouvait avec énormément de palettes à charger, pas toujours placées au bon endroit, des problématiques de sécurité, ils perdaient des palettes, ils n'arrivaient pas correctement à charger. Résultat, le plan de chargement n'était pas toujours respecté. Les transporteurs râlaient, les clients n'étaient pas correctement servis. Au global, l'optimum global n'était pas respecté. Tout ça parce que les indicateurs locaux n'étaient pas les bons indicateurs et désoptimisaient le global. Donc, on a retravaillé sur les indicateurs locaux pour faire en sorte qu'ils soient bien au service de l'indicateur global et que les indicateurs locaux ne désoptimisent pas le global. Voilà, d'où l'importance de bien réfléchir l'indicateur de performance pour faire en sorte qu'il reste au service du global. Le changement vu par la TOC, alors je vais aller rapidement sur ce petit point-là. Souvent, quand on réfléchit changement, on se dit finalement, c'est quoi? On voit souvent les inconvénients à changer et le confort à rester dans notre état actuel. Mais ne pas changer, c'est aussi une décision qui fait qu'on reste avec nos problèmes et nos frustrations. Et évidemment, il y a des avantages à changer, et ça, dans un projet en général, on le voit. Donc, ce qu'on a fait, quand on a fait le kick-off, par exemple, Elkem, on a évidemment mis en exergue les problèmes et les frustrations. Hein, c'est ce qu'on fait quand on met en exergue les symptômes. Et puis, on s'est mis d'accord sur le résultat attendu, hein, c'est les avantages à changer. Et du coup, ça nous semble important quand on envisage un projet de changement, de bien avoir en tête l'ensemble de ces cadrans du changement. Souvent, on envisage les avantages et les inconvénients à changer, mais on ne regarde pas les avantages et les inconvénients à ne pas changer. Et je vous ai fait un petit exemple du point de vue de votre directeur général, par exemple, si vous aviez à lancer un projet de restructuration de votre supply chain. Finalement, son avantage a changé, évidemment. Vous avez tous les arguments, motivation des équipes, mieux contribuer au but, être plus efficient. Mais l'inconvénient a changé, ça va mobiliser des équipes, ça va avoir un coût, et lui va devoir changer son rôle et son mode de fonctionnement. S'il ne change pas, par contre, l'avantage, c'est que
les équipes restent focusées sur les opérations du quotidien, la possibilité de faire d'autres projets, et lui reste en maîtrise de son mode de fonctionnement. Par contre, ce qui est important à avoir en tête, c'est que s'il ne change pas, si rien ne change, forcément, il y a un inconvénient à ne pas changer. Notamment, vous allez rester dans un mode de fonctionnement désoptimisé et potentiellement vous priver de faire de votre supply chain un avantage compétitif. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de faire ce petit exercice en se disant, OK, on va mettre en exergue les avantages à changer, on va bien montrer quels sont les avantages à ne pas changer et peut-être bien travailler avec votre direction générale, comment travailler l'importance pour lui et la difficulté pour lui peut-être à changer son rôle et son mode de fonctionnement en le prenant comme un stakeholder important et en travaillant ce rôle-là, puisqu'on sait que dans le changement, pour lui, cet inconvénient-là va être important. Donc voilà, c'est de bien considérer du point de vue de chacun des acteurs et du point de vue de chaque acteur, évidemment, cette matrice-là sera différente. Donc ça, c'est un petit outil qui permet, du point de vue qui permet dans un projet de bien interroger les 4 cadrans, parce que dans un projet, les 4 cadrans sont importants. L'avantage à changer, l'avantage à ne pas changer. Le ne pas changer est aussi une décision qui implique des avantages et des inconvénients. Je crois qu'on arrive au bout de notre... Alors, avant la conclusion, peut-être je te laisse faire, il y aura une dernière question. Vas-y, vas-y. Ah, OK. Mais c'est pas après. OK, très bien. Dernier point, je vais passer là-dessus. Je vais juste vous dire qu'en supply chain, on a une offre en supply chain dans laquelle on est capable de vous accompagner sur différents types de sujets, des accompagnements de feuilles de route comme on vient de le voir sur Elkem, accompagner des projets de pilotage ou de changement de système d'information ou d'optimisation des opérations. Et puis, une dernière page de pub. Est-ce qu'on fait la question avant la page de pub? Oui, en fait, on peut faire la question avant la page de pub, parce qu'on reste chez Elkem. OK, alors on revient chez Elkem. On revient chez Elkem. Okay. C'est une question de Théo. N'est-il pas dangereux de dire que l'on doit servir tous les désirs des clients internes sans vérifier qu'ils sont utiles aux clients externes? Est-ce que ça pourrait être des demandes excessives? Donc, ça parle du but, évidemment, mais je pense qu'il y a peut-être un malentendu sur serving internal et external. OK. C'est au sens. On n'est pas. Après, on accepte. Enfin, tout était une question d'arbitrage et de proportion. Non, en effet, si on n'accepte pas toutes les demandes, mais on trouve en permanence l'équilibre, comme le disait Mélanie, l'équilibre global et non pas uniquement celui d'un seul des maillons ou d'un seul que des clients internes ou que des clients externes. Et c'est bien notre rôle aujourd'hui, entre les opérations et les sales et marketing, de trouver le meilleur équilibre pour l'optimum global et non pas tout accepter sans discuter. C'est bien aussi ça qui peut recréer des points de friction aussi, mais qui est aussi le rôle d'une supply chain. Donc oui, ça pourrait être dangereux, mais aujourd'hui, c'est peut-être mal retranscrit, ou en tout cas, ça peut être interprété comme tel, mais c'est pas l'objectif. Super, merci. On peut revenir à ta page de pub. Oui, très bien. Alors, avant ma page de pub, je voudrais quand même... Hop, je mets ma page de pub. Mais je voudrais quand même remercier Véronique avant la page de pub. Ça me semblait important. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Très intéressant et très clair. Voilà, et très Merci clair. pour vos questions. Et je pense que si nous n'avons pas d'autres questions, je vais pouvoir passer du coup à la page de pub pour vous dire qu'on a une formation qui s'annonce fin avril sur les fondamentaux de la théorie des contraintes. Si vous voulez aller un peu plus loin sur ce sujet du but, des indicateurs, la façon de faire, les différents arbres logiques qu'on a vus, mais aussi, c'est tout. Parce que sur la partie projet, ça sera sur une autre formation, puisque la théorie des contraintes s'applique également sur la gestion de projet. On aura un prochain webinaire le 24 mars sur l'école de consultants, puisque Optimum Ressources a lancé une école de consultants.
Et un prochain webinaire sur arbitrer les ressources pour délivrer les bons projets avec le témoignage de l'entreprise EDAP. Oui, il y a eu un petit switch dans le... Et donc, la prochaine promotion pour l'école de consultants démarre en juin 2023. Je pense que j'ai terminé.